Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. L'émission est toujours consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football, à quelques jours du début du mondial, l'équipe de France féminine s'est entraînée ce matin à Clairefontaine devant plusieurs centaines de jeunes venus de Croissy-sur-Seine. Tous les détails dans ce magazine. Basket, l'entente Le Chesnay-Versailles s'est imposée ce week-end en finale de play-off de pré-national, un résultat qui permet à l'équipe de monter dans le championnat de National 3. Nous recevrons des membres de l'équipe et le coach sur ce plateau. Boxe, nous avons rencontré Marine Tollet, la boxeuse de la Team Farouja espère devenir à 30 ans l'une des figures de ce sport en France. Nous lui avons posé 3 questions. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence tout de suite par du football féminin. Les joueuses de l'équipe de France se sont entraînées ce matin à Clairefontaine malgré une météo un peu capricieuse. Des jeunes de Croissy-sur-Seine ont pu assister à la séance depuis les tribunes et encourager leurs protégés pendant plus d'une heure. Un montage de Jules Grenouville. Ils ont fait beaucoup de bruit. Plus de 400 jeunes venus principalement de Croissy-sur-Seine se sont rendus ce lundi matin à Clairefontaine pour un entraînement de l'équipe de France féminine. Un rendez-vous programmé 4 jours seulement avant leur premier match de Coupe du Monde. J'aime bien, ça me donne envie de crier allez les bleus. C'est bien parce qu'on les voit pas tous les jours. C'est des professionnels. Allez les bleus. C'est pas tous les jours qu'on peut les voir. C'est des joueuses professionnelles. C'est magnifique, ça me donne envie de devenir pro, d'y aller. Ville sélectionnée par la FIFA, Croissy-sur-Seine recevra les Bleus pendant la Coupe du Monde pour créer l'effervescence. La commune n'a pas hésité à affréter plusieurs bus pour emmener les jeunes à la session. D'avoir la joie, d'avoir des enfants heureux, c'est pour ça qu'on a accueilli l'équipe de France. C'est pour transmettre ces valeurs de sport et d'amour et de joie qu'on retrouve ici dans un stade. Après les tribunes, direction les terrains, la matinée s'est terminée par une séance de dédicace avec les joueuses. Tous ont voulu un souvenir de cette journée. Plus la compétition approche, plus ça grandit, plus il y a d'effervescence. Donc c'est bien pour nous, c'est positif. Les enfants ils sont pleins d'énergie, donc on en prend, c'est bien. Ça fait plaisir, hein. En plus il y a beaucoup d'enfants. Et c'est vrai qu'à notre âge, on rêvait quoi, de ça. Ils font beaucoup de bruit aussi. Hein. Ouais, c'était une belle surprise ce matin, c'était agréable. Après avoir rencontré les jeunes de Croissy-sur-Seine, les Bleus fouleront pour la première fois la pelouse du stade Omnisport de la ville ce jeudi 6 juin pour un entraînement à huis clos avant leur premier match contre la Corée du Sud. On continue à parler de cet entraînement de l'équipe de France et des jeunes de Croissy-sur-Seine qui ont pu approcher leurs idoles. Le maire de la commune, Jean-Roger Davin, et Anne-Sophie Aumassat, la directrice générale des services, nous ont rejoints sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment s'est passée cette journée, monsieur le maire ? Très bien, un peu pluvieux, mais ça on peut pas rien faire, mais très bien, vous avez vu le cri des enfants, la joie. Vous n'aviez pas réservé la météo ? Non, malheureusement, on ne pouvait pas tout faire. Ce qui nous a vraiment plu, c'est les enfants heureux, et c'était pour nous le plus important. De votre côté, comment vous l'avez trouvé cet entraînement ? Magnifique, hein, c'est une occasion de rencontrer, une rencontre entre ces jeunes et c'est les membres de l'équipe de France féminine. On a toujours voulu associer les enfants et faire partager ces moments à Croissy. C'est pour ça qu'on travaille et c'est ce qui nous motive nous en interne, c'est de pouvoir organiser ces moments-là et ces rencontres qui sont essentielles dans la vie de nos jeunes. Ça n'a pas été trop dur à organiser, une sortie comme celle-là ? C'est toujours un petit peu compliqué, surtout que les choses se sont faites au dernier moment avec des changements de programme, mais le plaisir des enfants efface toutes les difficultés qu'on peut avoir avant. On a la chance à Croissy d'avoir une équipe mobilisée et des services prêts à travailler toujours plus pour ce genre d'événement. Donc on est accompagné, on est soutenu et en général ça se passe très bien. Alors je rappelle que l'entraînement devait se dérouler à Croissy-sur-Seine et qu'il a été déplacé suite à une dérogation. Hein. C'est bien ça, monsieur le maire ? C'est ça, oui. Une dérogation de l'équipe de France. Petite bisbille entre la FIFA et l'équipe de France de football qui a préféré continuer à s'entraîner sur Clairefontaine. Et donc, d'un autre côté, c'était aussi intéressant de pouvoir amener nos enfants à Clairefontaine, c'est quand même le lieu magique. Donc, déplacement en car, parti tôt ce matin. Donc, je pense que c'est une journée dont ils vont se souvenir très longuement. Parce que effectivement, on va sur place, on rencontre des sportifs de haut niveau, on n'a pas l'habitude, on est soi-même sportif, qui développent des valeurs qui sont importantes, l'esprit d'équipe, l'exemplarité, le courage, et donc c'est vraiment important d'aller les voir. Les jeunes avaient révisé les chants de supporters dans le bus ou pas ? Ça dépend des bus. Il y a des bus où ça a été un peu plus mouvementé que d'autres. Même chose, vous confirmez ? Oui, même chose, des bus un peu plus bruyants et déjà enthousiastes au départ, et des bus un peu plus calmes aussi, mais avec la même envie de partager ces moments. Les joueuses ont été accessibles ? Les joueuses ont été accessibles, bien sûr. Les 5 dernières minutes de l'entraînement, on est descendu, les enfants sont descendus au bord du terrain.
Et il y a eu un moment d'échange assez long où il y a pu avoir autographe, échange, selfie, petite discussion même avec les joueuses. Les enfants, en tout cas, sont revenus ravis. Ça s'est prolongé dans le bus puisqu'il s'échangeait les autographes, un petit peu comme les images Panini. Il disait tiens, moi j'ai Wendy Renard, toi t'en as une autre, on s'est échangé ça dans le bus. Donc ça a continué une bonne partie, oui. Tout le monde est reparti content, en tout cas. Alors on a vu beaucoup de filles aussi dans le reportage. Est-ce que c'était important de les emmener peut-être pour susciter les vocations ? Alors il faut savoir qu'à Croissy, on a une équipe féminine de football qui fonctionne pas mal. Donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a candidaté sur place pour pouvoir développer ça. Les filles, oui, on en avait autant que des enfants, mais c'est important, oui. Vous pensez que ça peut susciter les vocations chez les jeunes filles ? Je pense que ça peut susciter. On l'a entendu dans le reportage, il y en avait une qui semblait intéressée pour jouer au football. Alors, et pourquoi pas devenir professionnelle. C'est une joueuse de l'équipe du club de Croissy qui est déjà beaucoup investie. On a même des jeunes joueuses qui sont parties rejoindre déjà le PSG féminin. Oui, l'équipe féminine, enfin les filles à Croissy, c'est une section qui est importante, qui prend de la place, et il y a une vraie envie de partager, y compris dans les écoles ou même dans les cours de récréation. Les filles sont associées au match de foot. Donc oui, des vocations, et encore mieux si ça peut être à Croissy ou au football de Croissy, oui. Alors jeudi prochain, en fin d'après-midi, les joueuses de l'équipe de France vont fouler justement la pelouse de Croissy-sur-Seine au stade Omnisport du Chemin de Ronde. Comment ça va se dérouler ? Ça va se dérouler selon l'organisation FIFA. Donc le bus va arriver avec une escorte et des moyens de sécurité. Le site est complètement privatisé pour l'arrivée de l'équipe de France. La sécurité, les agents et les journalistes pourront accéder au site un petit peu avant la sortie des joueuses des vestiaires jusqu'au terrain. Un entraînement sur les pelouses de Croissy qui sont prêtes, qui sont belles. Je me suis même permis une petite comparaison ce matin à Clairefontaine et je suis particulièrement fière d'avoir une équipe en interne, notamment nos jardiniers et les gardiens du stade, qui vont les accueillir avec une condition de pelouse exceptionnelle, aussi belle que celle de Clairefontaine ce matin. On va peut-être le recruter à Clairefontaine peut-être dans les prochaines années. Pas trop quand même. Alors, il n'y aura pas que l'équipe de France qui viendra à Croissy-sur-Seine, il y aura également l'Afrique du Sud, l'Écosse et les États-Unis. C'est une vraie satisfaction. Oui, c'est une satisfaction parce que d'abord, c'est des villes d'Europe qui sont plutôt de langue anglo-saxonne. Or, nous, on a l'école anglaise sur Croissy, donc ça, c'était très important. C'est le hasard, mais c'est très important. Et puis, en finale, l'équipe des États-Unis, numéro 1 mondial. Championne du monde en titre. Championne du monde en titre, des icônes quand vous parlez aux enfants des joueuses. Donc oui, on a vraiment la palette totale. 4 équipes. 4 équipes sûres. Après, on attendra aussi les huitièmes de finale, les quarts de finale. On fera partie des terrains hôtes pour ces quarts et ces huitièmes. On espère que le tirage au sort sera favorable à Croissy, mais on est sûr d'avoir une belle affiche dès les huitièmes et les quarts à Croissy, oui. Il y a eu des gros travaux engagés par la ville. Alors, les gros travaux ont été essentiellement faits pour l'Euro 2016, puisqu'on avait été camp de base de l'équipe de Russie. Là, on a entretenu nos terrains parce qu'on savait qu'on allait accueillir la Coupe du Monde. On a investi sur une tondeuse cette année, mais on a surtout un savoir-faire et des gardiens qui préparent leur terrain depuis 2 ans, qui ont été formés également avec les jardiniers du Parc des Princes et les jardiniers de la FIFA. Donc on a un savoir-faire permanent qui nous permet de ne pas engager des grosses dépenses, mais d'avoir un entretien un peu constant, qui est un peu la politique générale à Croissy sur tous nos équipements. On est aussi jardinier d'équipe nationale d'Angleterre, ce qui est quand même une référence qui était venue ici pour expliquer encore plus comment fallait faire pour vraiment avoir un beau gazon. Et en quoi c'est important pour une ville d'accueillir des sélections nationales ? Est-ce qu'il y aura des retombées ? Alors on n'est pas tellement sur les retombées, on est une petite ville par rapport à tout autour de nous des grandes villes, donc des petits moyens, donc il fallait trouver un projet exceptionnel un petit peu comme la ville de Croissy. Première priorité, vous l'avez compris tout à l'heure, priorité à la jeunesse, ça c'était le plus important. Ensuite, exemplarité, il fallait trouver quelque chose qu'on puisse avoir tout seul et continuer à le faire. Et à partir de là, ce qu'il y a d'important, c'est que vous avez un certain nombre de personnes qui viennent, ça nous permet d'avoir de la notoriété, ça nous permet aussi de s'ouvrir sur le monde, puisque vous avez parlé d'équipes étrangères, et puis ça nous permet aussi d'avoir toute une communauté qui se réunit, comme devrait le faire chaque maire, avec bien entendu la ville exceptionnelle, mais aussi la population. Vous avez vu les enfants qui sont là. Si vous allez dans la ville, il y a aussi une programmation artistique, donc il n'y a pas que les footeux qui sont ici. Et puis une autre chose qui est très importante, c'est un développement des élus et des agents, les agents dans leur savoir-faire, les élus, parce que bien entendu, pour pouvoir avoir une Coupe du Monde à Croissy, il a fallu négocier et se battre de manière assez importante pour avoir un certain nombre de contacts et pouvoir se faire sélectionner. Et vous allez continuer à accueillir des sélections nationales ? Oui, bien sûr. Alors on ne va pas vous en parler plus longtemps parce qu'on n'est pas les seuls à le faire, mais il y a des choses qui se profilent, comme la Coupe du Monde de rugby et comme les Jeux Olympiques, et forcément on sera candidat. Vous allez organiser également une fan zone aussi pour cette Coupe du Monde féminine ? Oui.
Oui, on a une fan zone qui sera juste à côté du stade. Le choix a été de mettre cette fan zone cette fois-ci au cœur des entreprises et à côté du stade, de manière à avoir une identification forte de cet aspect sport de haut niveau pour la ville. Et cette fan zone retransmettra les demi-finales, le match d'ouverture, les demi-finales, les finales et la fête de la musique spéciale États-Unis. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Bonne Coupe du Monde féminine à Croissy-sur-Seine. Je rappelle que l'équipe de France jouera son premier match ce vendredi à 21h face à la Corée du Sud au Parc des Princes. On continue notre page football féminin par un état des lieux complet des sections féminines dans les Yvelines. Elle représente au total 6,2% des licenciés du département. Un reportage de Marilène Yapichino. Les jeunes filles sont invitées à s'essayer au foot. Objectif, recruter des joueuses pour étoffer, voire créer de nouvelles équipes féminines. Le Mani Football Club et ses 400 licenciés s'est lancé dans le football féminin cette année. 24 joueuses sont inscrites et ont leur créneau d'entraînement dédié. J'ai pensé que c'était bien parce qu'il n'y avait que des garçons qui jouaient et qu'il y ait des filles, ça faisait quelque chose de nouveau. C'est mon frère, il regardait tout le temps le match à la télé et du coup ça m'a donné envie de plus m'intéresser au foot. Pour les motiver, le club va les amener au Parc des Princes assister au match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine le 7 juin prochain. Dans le district des Yvelines, les féminines représentent 6,2% des licenciés, alors qu'elles n'étaient que 3,2% lors de la saison 2013-2014. Un effectif en croissance qui correspond à la volonté de féminisation du football, du président et de son équipe. L'idée que certains présidents ont maintenant, c'est de se dire il faut peut-être que j'ai une équipe de football garçon de moins pour pouvoir laisser de la place à la création d'une équipe de filles. Ça, il y a 10 ans, c'était impensable. En tout cas, ce n'était pas le cas. Et maintenant, l'idée est en train de faire son chemin. C'est que c'est pas parce que les garçons jouent au foot depuis toujours qu'il ne faut pas aussi laisser un petit peu de place aux joueuses. Seuls 37 clubs sur 153 dans les Yvelines proposent des sections féminines. Pour les encourager, le district les aide en leur attribuant du matériel. Mais plus que des joueuses, dans les Yvelines, on souhaite également plus de formatrices. Il se trouve que malheureusement, nous n'avons pas assez d'éducatrices. Nous avons beaucoup d'éducateurs qui se forment, mais pas assez d'éducatrices. Une formation d'éducatrice, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est payant pour les messieurs, pour les hommes, c'est gratuit pour les femmes. Dans le district des Yvelines, parce que, et depuis toujours, parce que c'est une façon d'inciter les filles à se former. Autre cheval de bataille, l'encadrement. Sur les 153 clubs yvelinois, 14 sont présidés par des femmes. Le district organise des journées « Femmes, franchissez la barrière » pour encourager les mamans à s'investir dans les clubs de leurs enfants. Mercredi prochain, donc il faut tout organiser pour que ce soit bien fait. Parmi les 14 présidents de clubs dans les Yvelines, Mireille Lafont est celle qui dirige le plus gros, Elancourt et ses 800 licenciés. Après avoir inscrit ses 2 fils au club, la mère s'investit pour prendre de plus en plus de responsabilités jusqu'à se retrouver à la tête en juin dernier. Au début, c'est un challenge. On se dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va être reconnu? Parce que les femmes dans le foot, c'est pas encore démocratisé. Mais c'est passionnant. C'est passionnant et très enrichissant. Et on travaille avec des personnes dévouées, qui sont passionnées par le monde du football et des parents qui mettent de plus en plus la main à la pâte. La première section féminine d'Elancourt a été créée il y a 10 ans. Aujourd'hui, elles sont 62 licenciées. Le club compte également des formatrices, une arbitre et une quasi-parité au sein de son conseil d'administration. Il est le prochain à recevoir le label du foot féminin des mains du président du district. Toujours sur le football féminin, le district des Yvelines organisait samedi une journée dédiée aux féminines. Une trentaine d'équipes du département ont participé à cette manifestation à la fois festive et sportive. 3 finales départementales se sont jouées l'après-midi. Ambiance avec Aurélie Ronze et Marilène Yapichino. Les gens nous demandent qui vous êtes. Ces jeunes footballeuses de l'US Guyancourt viennent de remporter la Coupe des Yvelines dans la catégorie U16. Depuis quelques années maintenant, le district du département organise une journée dédiée au football féminin. Quand on faisait les finales garçons en même temps que les finales filles, le public allait vers les finales garçons et puis il n'y avait personne devant les finales filles. Un jour, on a décidé que les finales filles se passeraient en tant que telles, justement pour en faire la promotion. Et à quelques jours du lancement du mondial féminin de football, les Yvelinoises ont démontré qu'elles n'avaient plus rien à prouver sur le terrain. Ouais, c'est bien parce que il n'y a pas que les garçons qui peuvent gagner, il y a aussi les filles. C'est ça. Et on est aussi compétentes que les garçons. En plus de 3 finales départementales, des animations étaient proposées toute la journée au public.
Il y a 5 ans, le département des Yvelines comptait 972 joueuses. Aujourd'hui, elles sont 2181 à manier le ballon rond. Je pense que les parents ont pu commencer à découvrir le foot féminin et mieux le comprendre, parce qu'effectivement les filles au foot, c'est pas toujours évident pour les parents, et là je pense que ça commence à se démocratiser, donc c'est plutôt bien. C'est dans la bonne ambiance en plus, il y a pas parce que le football masculin, surtout à ce niveau-là, c'est beaucoup plus violent, pour pas dire autre chose. Et pour clôturer cette journée, l'équipe féminine senior de Trappes l'a emporté 5-2 face à Carrières-sur-Seine. On continue ce magazine par du handball. Plaisir s'est fait à plaisir pour sa dernière journée en National 3. Les Plaisirois, déjà assurés de descendre l'année prochaine, ont prôné un jeu offensif face à Stella Sport. Ils se sont finalement imposés sur le score de 32-26, une victoire qui n'aura aucune conséquence au classement. Plaisir termine 10e sur 12 équipes. Il n'aura manqué qu'un point au jour de Victor Garriguet pour se maintenir. Le bilan de la saison, 6 victoires, 4 nuls et 12 défaites. Rendez-vous l'année prochaine en pré-national. Toujours en handball, mais cette fois-ci chez les féminines. Dans le championnat de National 2, Montigny-le-Bretonneux n'a pu faire mieux que match nul sur le terrain de Stella Sport Saint-Maur ce samedi soir. Score final 28-28, un résultat qui n'a aucune conséquence au classement. Les Illymontaines, coachées par Denis Cholet, terminent à une décevante 8e place à 13 points du podium. Les 11 défaites concédées ont pesé dans la balance. Un mot de baseball à présent. En première division, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux jouaient ce week-end la 9e journée du championnat contre les Comètes de Metz. Les Illymontains ont remporté la première partie sur le score de 16-0, mais se sont fait surprendre dans le second match. Ils ont perdu 10-7. Les Cougars restent 2e de la poule B avec un bilan de 12 victoires pour 6 défaites et ils sont toujours qualifiés pour les play-offs de fin de saison. Leur prochain match est programmé le 16 juin prochain à domicile contre le PUC de Paris. On continue ce magazine par du basket. L'entente Le Chesnay-Versailles est connue un week-end magique. Les seniors se sont imposés face à Paris en finale de play-off de pré-national sur le score de 92-60. Vous avez bien entendu, 92-60. Pour nous parler de cette victoire, nous recevons sur ce plateau le coach Olivier Patin ainsi que les joueurs Bamba Sey, Johan Abraham et Maxime Pichon. Bonsoir. Alors, votre sentiment après cette finale, Olivier? Tout d'abord de la fierté, puisque c'est le travail d'une saison et même de 2 depuis que je suis arrivé au Chesnay-Versailles. Et puis un soulagement d'accomplir cette saison et de ne pas trébucher lors de la dernière marche, parce qu'arriver jusqu'au Final Four, c'était déjà quelque chose. Et puis avec le Graal au bout, c'est encore plus beau, quoi. Johan, votre sentiment à vous? Grosse finale, ouais, 32 points d'écart. Oui, 32 points d'écart. Je pense qu'on a su mettre le bon rythme au bon moment, tout en gardant notre combativité, notre esprit d'équipe, comme on a su le faire justement le match d'avant, donc le samedi, où ça a été aussi très dur. On est tombé sur une équipe de Meudon qui était déjà qualifiée, mais qui voulait aussi le titre, donc qui jouait eux juste une chose, un titre. Nous on jouait 2 choses, on jouait le titre plus la montée. Donc je pense que voilà, on a su mettre tout en place pour pouvoir gagner ce match et assurer notre montée tranquillou. Maxime, c'est une surprise ou pas, ces 32 points d'écart en finale? Oui, forcément. 32 points d'écart, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est l'aboutissement d'un projet, la concrétisation de beaucoup d'efforts. Enfin, c'était une belle saison et on termine sur une belle note. Finalement, Bamba, c'était peut-être le match d'avant, la demi-finale contre Meudon, qui s'est joué, donc vous les avez gagnés 78-67. Ça s'est joué là-dessus, finalement? Je peux dire plus que sur la finale? Oui, parce qu'il fallait gagner ce match pour assurer la montée. Donc, on l'a bien fait, on a bien joué. Donc, les gars, on était présents partout, des 2 côtés, défense, offensif. Et donc, voilà. Donc, le lendemain, on a assuré le titre. Olivier, est-ce que les joueurs ont respecté les consignes? Oui, plutôt bien. C'est la victoire du coach, avant tout. C'est la victoire des joueurs, d'abord et avant tout, puisque une fois que le ballon est lancé sur le terrain, je peux apporter ma petite touche, évidemment, mais c'est eux qui doivent accomplir les choses sur le terrain. Non, après, j'ai un groupe qui vit bien. J'ai un groupe avec lequel je prends du plaisir. Ils prennent du plaisir aussi entre eux. Et ça se ressent immédiatement sur le terrain. Donc non, très très satisfait de cette saison, encore une fois. Johan, cette montée en N3 était attendue ou pas du tout? Ah oui, ça fait un moment depuis qu'on est arrivé à Versailles, notre
projet, c'était de retrouver déjà la Nationale 3, après voir plus si affinité, bien évidemment, mais déjà retrouver cette ancienne compétition dont Versailles était déjà qualifié il y a un petit moment, mais voilà, ouais, c'était attendu et on le voulait depuis 2 ans. On travaille pour, en tout cas. On travaillait pour. Il faudra recruter l'année prochaine. Bonne question. Oui ou non. Le groupe vit bien, le groupe est sain. Après, forcément, c'est un plus de recruter, mais on verra bien. Cette fin de saison va déterminer et le coach fera ses choix. Vous comptez continuer à Bamba ? Vous avez 38 ans, c'est ça ? Non. Non ? Vous avez... J'en ai 40. 40. Vous êtes rajeuni. Ça rajeuni, merci. Vous allez continuer ? Oui, je vais continuer pour une année pour accompagner. Voilà. Olivier, est-ce qu'il faudra recruter tout simplement la saison prochaine ? Comme l'a dit Maxime, c'est une question qui est déjà, difficile. Est-ce que vous serez à la tête de cette équipe ? Alors oui, je serai à la tête de cette équipe. Enfin, j'ai encore à voir mes dirigeants, mais non, ils m'ont confirmé être très satisfait du travail accompli, et moi je suis très satisfait à la fois encore une fois du groupe, mais aussi de ce que les dirigeants nous ont apporté. Donc c'est avec grand plaisir que je continuerai à la tête de cette équipe la saison prochaine. Après, concernant le recrutement, c'est difficile parce que on a un groupe qui vit bien, un groupe à qui il manque pas grand-chose au final. Et donc plutôt que de parler de recrutement, je pense qu'il va falloir compléter peut-être l'effectif sur quelques petits manques qu'on peut éventuellement avoir. Mais le premier travail, ça va être de garder d'abord tout le monde, et après voilà, et après on verra ce qui nous manquera. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On suivra avec attention votre prochaine saison en National 3. Je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui, par rapport à mon rapidement, très rapidement. Vous avez 20 secondes, pas plus. Par rapport à mon association, que je vais organiser un camp de basket au Sénégal cet été, du 15 au 25 juillet. Et l'association s'appelle Sofadji. Voilà. Un mot de boxe à présent. Marine Tollet est une boxeuse prometteuse de la team Farouja et Elancourt professionnelle depuis 2017. La sportive espère désormais faire décoller sa carrière malgré sa défaite contre Hélène Lacombe le 18 mai dernier pour le titre de champion de France. Nous lui avons posé 3 questions. Parce que j'avais pas le droit de faire du foot. Non, j'ai commencé très petite la boxe pied-point, à l'âge de 6 ans, très petite. J'ai arrêté et je suis revenue en boxe anglaise à l'âge de 19-20 ans, donc il y a une dizaine d'années maintenant. C'était novembre 2017, avec un combat qui a eu lieu au Vélodrome de Saint-Quentin-les-Yvelines, ici. C'est avant tout dans la continuité de la boxe que j'aime. C'est, entre guillemets, maintenant ou jamais, à l'âge de 28 ans, on se dit, bon allez, pas de regrets, pourquoi pas passer en pro, tu as toutes tes chances. Je veux pas avoir de regrets, donc on y va, et puis advienne que pourra. Pour l'instant, j'ai eu 5 combats avec une majorité de défaites, plus ou moins justifiées, mais une majorité de défaites avec quand même une victoire. Alors ça passe jamais très loin, donc, et puis on voit l'évolution, donc à la limite, ça donne envie un peu de continuer. Le problème, c'est qu'en développement de carrière, en boxe féminine, c'est jamais très facile de se projeter sur du moyen terme ou du long terme. C'est surtout les opportunités, comme ce qui s'est passé là lors de mon dernier combat, ce qui était quand même un championnat de France, parce qu'on l'a pris au vol, une opportunité qui s'est présentée. C'est plutôt comme ça que je gère ma carrière de manière générale. On prend ce qui est potentiellement à notre portée. Avec 115 médailles olympiques, 41 titres, c'est le sport le plus médaillé en France. L'escrime, une discipline que l'on peut débuter très jeune. Pour en savoir un peu plus, on retrouve Mélanie Poquet sur ce plateau qui revient avec sa chronique dédiée au sport pour les plus jeunes. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Mickaël. Alors, pour les plus jeunes, bien sûr, mais j'imagine que ça en intéresse beaucoup. Avouez-le Mickaël, vous avez déjà imité les duels, peut-être pas ceux des JO, mais j'imagine que les 4 mousquetaires, ils y ont le droit. Oui, je jouais aux 4 mousquetaires avec mes voisins, je l'avoue. Alors bien sûr, comme tout sport,
sport, si on commence jeune, c'est encore mieux. À Saint-Germain-en-Laye, on fait de l'éveil au sport. C'est destiné aux enfants à partir de 4 ans, avec des ateliers adaptés bien sûr et du matériel adapté. Ce ne sont pas de vraies armes. Alors il y a une première phase avec un échauffement. Il y a ensuite une phase de jeu pour maîtriser les déplacements typiques de l'escrime. C'est ce qu'on voit à l'image. Du franchissement d'obstacles, du maniement de matériel, avec des échelles de rythme, des cerceaux, des haies à franchir. Et après, ils ont une partie escrime, donc de combat, et une toute petite partie technique où on va essayer, semaine après semaine, d'apprendre les bases, vraiment les fondamentaux de l'activité. L'objectif, ça va être de développer des qualités sportives de coordination, d'équilibre, de découvrir le matériel et les premières phases de combat par le jeu. Dans l'escrime, il y a 3 armes. Est-ce qu'ils les apprennent rapidement ? Alors, ils les apprennent assez vite, mais pas chez les tout petits, puisqu'ils débutent avec le fleuret. Avec cette arme, on cherche à piquer son adversaire sur une surface définie. Ils découvrent aussi le sabre. Ce sont 2 armes éducatives. Pas d'épée, c'est trop lourd encore pour eux. Et je vous propose d'écouter ce que les participants aiment. Les fentes, je vais apprendre des techniques. Les marches d'escrime. Alors, ils vont aussi découvrir les règles de courtoisie, respecter son adversaire, le saluer avant et après chaque combat. Les cours d'escrime avec la compétition arrivent plutôt vers 9 ans. Et pour les plus petits, ça se passe en petits groupes, entre 10 et 14 enfants. Parmi eux, on trouvera peut-être la future guêpe Laura Flessel et pourquoi pas Jean-François Lamour. Merci beaucoup Mélanie pour cette chronique. On vous retrouve bientôt pour votre chronique junior. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.